matin. Bon, je recommence. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci d'être connectés ce matin pour ce webinaire consacré à l'IA dans la mobilité sous différents angles, hein. On va couvrir assez largement. On va parler de choses à la fois opérationnelles, prédictives, génératives, comment tout ça interagit. On va pas se concentrer sur un seul cas d'usage. On va chercher à comprendre quelques cas d'usage. On sera peut-être pas exhaustif en 1h30, mais grâce à nos intervenants, je pense qu'on va couvrir quand même différents domaines. On a le plaisir ce matin d'accueillir Mélanie Vessier d'Eonaix, Pierre Caillot-Dubar de Grand Annecy, puis Christian Kest de Panoramax pour ce webinaire donc, de la Fabrique des mobilités en partenariat avec la DJTM et l'AIT. Et puis, comme on est nombreux ce matin, on va à la fois beaucoup utiliser le chat pour les questions et les interactions. On aura une grande partie du temps consacré justement aux interactions ensemble. On vous invitera aussi à prendre évidemment la parole pour poser vos questions, réagir, partager des témoignages, des réactions. Mes collègues qui sont dans la salle, Julie, Marguerite, Alex, s'occupent aussi des interactions liées au chat et puis d'attirer notre attention sur ce qui doit être traité si jamais j'en oublie. Je pense que Mélanie, Pierre et Christian aussi n'hésiteront pas à interagir dans le chat en plus des réponses pendant le webinaire. Le déroulé de ce webinaire va être assez simple. Je vais faire une introduction que je vais garder aussi compacte et concise que possible. Simplement pour repartager quelques éléments, puisque finalement, ce matin, à la fois, on a une grande diversité de profils de participants. Donc, il y a des gens qui connaissent déjà très, très bien le sujet, d'autres qui soit le découvrent ou qui en connaissent certains aspects et pas d'autres. Donc, on va essayer de faire une petite introduction autour de ça. Et puis ensuite, je donnerai la parole à chacun de nos trois intervenants pour une petite introduction de leur côté, qui pose c'est quoi leur expérience, les projets sur lesquels ils travaillent, dans le domaine de la mobilité, bien évidemment, et leur regard et leur approche du sujet qui est vraiment diverse parce que ils sont dans des positions très très différentes. Et puis ensuite, on rentrera dans un temps de discussion qui durera au moins trois quarts d'heure pour aborder différents aspects du sujet, les défis bien sûr qu'il y a, les cas d'usage. Les questions aussi autour de l'ouverture des communs, est-ce que ça a du sens quand on parle d'IA est-ce que est-ce qu'il faut parler d'ouverture sur les données, sur la partie logicielle, sur les modèles, voilà. Et pourquoi ça a du sens de parler de ça tout simplement. Et puis en ouverture, on se posera des questions sur quels sont les besoins de coopération pour avancer. Et comme on a oui, le webinaire de ce matin, il est vraiment centré sur la mobilité, alors au sens large, mais donc on se pose vraiment la question dans le contexte de la mobilité, des transports, notamment des transports publics, euh, de ce que sont les applications et de comment on va pouvoir les traiter. Donc aussi, de quel type de coopération avons-nous besoin et de comment on peut avancer peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a des initiatives à mieux faire connaître, à faire grandir? Est-ce qu'il faut en lancer de nouvelles? Voilà. Sans plus attendre, quelques éléments d'introduction assez brièvement. Alors, je vais aussi dire deux mots de la fabrique de mobilité, parce que j'ai remarqué que parmi les participants aujourd'hui, peut-être un certain nombre finalement ne connaissent pas la fabrique des mobilités parce qu'on est comme sur un thème plus large que ce qu'on a l'habitude de traiter. Et ben voilà, on a aussi des nouveaux participants. Donc la fabrique des mobilités est une association qui a été créée une petite dizaine d'années par des industriels, par des acteurs publics, l'ADEME, des collectivités locales, pour travailler sur des sujets d'innovation dans les transports et l'innovation sous un angle assez particulier, hein, qui est de travailler sur les logiques de coopération, de Salut. partage, d'ouverture. Ah, bonjour. Euh, et puis, on fait de l'innovation dans les transports, mais aussi avec un objectif assez clair qui est de travailler sur tout ce qui concerne la décarbonation dans les transports, sous tous les angles. Pas uniquement le numérique, hein. Le numérique est un de nos piliers, mais on a aussi des piliers autour de tout ce qui est véhicules légers, et aussi autour de tout ce qui est des mobilités et changement en profondeur des pratiques de mobilité. Euh, donc on aura l'occasion de vous partager des éléments et puis certains d'entre vous ont pu choisir de s'inscrire à la newsletter s'ils le souhaitaient lors de l'inscription.
Alors, petit panorama de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas commenter toute cette slide. Évidemment, elle est dans l'article d'introduction qu'on a posté la semaine dernière. Je la trouve assez intéressante parce qu'elle illustre le fait que l'IA, c'est pas du tout un sujet nouveau. En fait, il aurait été possible de remonter avant 1943. Certains remontent au début du XXe siècle en disant que c'est là qu'on trouve les débuts de l'intelligence artificielle. Et quelque part, il y a un phénomène, c'est courant, c'est de se rendre compte que ce qui est considéré comme de l'IA à une époque, et ben, quelques années plus tard, 10 ans, 20 ans après, sort du domaine de ce qu'on appelle l'IA, et que l'IA finalement renvoie à euh, ce qu'il y a de plus récent qui permet à l'humain et à la machine de travailler ensemble et de collaborer d'une façon nouvelle. Voilà. Donc, bah, moi, quand j'étais adolescent, à l'époque, c'était Garry Kasparov, les échecs et Deep Blue, c'était ça l'IA. Aujourd'hui, n'importe qui sur son téléphone peut avoir un ordinateur bien plus puissant, enfin avoir quel- un logiciel qui bat IBM Deep Blue à plat de couture, et du coup qui bat n'importe quel humain. Euh, donc c'est un peu moins considéré comme de l'IA. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans la mobilité, c'est la même chose. Et beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, je pense aujourd'hui, avaient une pratique de l'intelligence artificielle sous un angle ou sous un autre depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, parfois plus. Euh, Parce qu'on a on a développé différents types de modèles et d'intelligence à l'aide d'ordinateurs depuis au moins 20 ans. Euh, Peut-être l'autre chose intéressante à retenir, c'est que l'évolution de l'IA comme science, comme technique d'ingénierie, elle a connu beaucoup de ramifications, beaucoup d'approches différentes, y compris des grandes querelles entre écoles et entre approches techniques et scientifiques au cours du temps. Et elle a connu aussi des périodes, euh, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez le cycle de Gartner, qui est un outil un peu de consultant, mais qui illustre le fait que des technologies peuvent avoir à un moment donné une hype, une grande popularité, et puis qui en fait ensuite elles peuvent traverser des hivers, quand finalement les attentes qu'on met sur une technologie à un moment donné peuvent être très très importantes, et puis finalement quelques années après, on se rend compte que c'est difficile à utiliser cette technologie et difficile de tenir toutes les promesses qu'on a faites. Et c'est arrivé souvent pour l'intelligence artificielle. C'est arrivé notamment dans les années 80-90, mais c'était arrivé avant et c'est arrivé aussi après. Il faut aussi voilà, se préparer à des choses, peut-être aussi en la matière. C'est qu'à un moment donné, on a un paradigme, on a des outils qui peuvent être voilà, très nouveaux, très, très performants. Ils permettent de faire des choses. Et puis parfois, on en attend euh, des promesses on a parfois du mal à tenir et peut-être on l'illustrera ce matin. Euh, mais je voulais illustrer quand même deux, deux phénomènes récents, euh, enfin au cours des 10 dernières années, qui ont quand même changé le paysage de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on l'illustrera aussi ce matin, et qui ont changé profondément la manière dont enfin, tout le monde est aujourd'hui touché par l'intelligence artificielle dans son quotidien. Peut-être à mes yeux, en tout cas, euh, le premier tournant, il a eu lieu au début des années 2010, lorsqu'on a développé des outils et des modèles qu'on a appelés les réseaux de neurones, qui existaient déjà depuis des années en réalité, mais qu'on a su mettre à profit pour faire des choses très concrètes, par exemple dans le traitement de l'image, et où après justement 20 ans ou 30 ans où les réseaux de neurones étaient connus, étaient utilisés, mais ne produisaient pas tout ce qu'on en attendait, on a su en tirer des applications très performantes pour classer tout un tas de choses. Alors ça peut être classer des visages, hein, ceux de votre famille, de vos amis, ça c'est ceux de ma famille que vous voyez, et le faire de manière extrêmement performante. Moi, par exemple, ce qui me frappe dans cet outil-là, c'est celui d'Apple, mais c'est qu'il reconnaît les visages de ma famille, mais par exemple de mes enfants au cours des âges, c'est-à-dire de l'âge bébé jusqu'à l'âge d'aujourd'hui. Il le fait tout seul sans rien me demander. Aujourd'hui, c'est complètement standard et intégré dans quantité d'outils. Mais c'est arrivé autour des années 2010-2015, et surtout, ce qui était très puissant autour de ça, c'est que c'est quelque chose qui est sorti du domaine des laboratoires de recherche. N'importe qui a pu le faire, puisqu'en fait, on a su faire tourner ça sur des ordinateurs à peu près ordinaires. Et donc, c'est devenu accessible à n'importe quel développeur, voilà, avec une compétence en informatique, mais en tout cas, c'est devenu très, très accessible. Euh,
Au cours du temps, on a enfin, de ces dernières années, ça s'est manifesté par une accélération de la recherche, hein. On voit qu'au cours des 10 dernières années, alors juste en nombre de publications, on a plus que doublé, et les efforts de l'industrie de la recherche, mais si on comptait même en euros, ont énormément augmenté. Euh, on retient peut-être, pour ceux qui étaient là il y a 5 ans, il y a 10 ans, dans le domaine de la mobilité, on parlait beaucoup de la voiture autonome. On en parle moins en Europe ces derniers temps. C'était à la fois un exemple d'une technologie très prometteuse autour de 2014-2015, qui a été permise notamment par ce que j'évoquais, notamment les réseaux de neurones. Et donc, il y a eu de fortes attentes sur le fait d'avoir des véhicules autonomes sur nos routes en 2020, ce qui n'est pas exactement entièrement le cas. En tout cas, et donc, c'est à la fois un exemple de désillusion, mais c'est aussi un exemple qu'après la désillusion, il peut aussi se passer des choses. Donc, ce que vous avez sur le graphique là, c'est le fait que, alors, aux États-Unis, euh, certains types de véhicules autonomes font des millions ont déjà parcouru des millions de kilomètres et ont des niveaux de performance qui sont en fait à la fois, et ça c'est quelque chose qui intéresse, je pense intéressant, c'est que on attend toujours plus. On attend toujours que l'ordinateur fasse mieux que l'humain. En fait, si l'ordinateur fait la même chose que l'humain, le même niveau de performance, c'est pas forcément très intéressant. Et c'est surtout inacceptable si on est dans un sujet comme un véhicule, puisqu'on a des questions de sécurité. Et donc, si on est sur des questions de sécurité, on attend au moins 10 fois mieux d'un ordinateur, et encore, il n'est pas certain que ce soit suffisant. Ce qu'on voit ici, c'est qu'aujourd'hui, dans les cas où sont utilisés des véhicules autonomes aux États-Unis, notamment par Waymo, donc une filiale de Google, on a un niveau de performance qui n'est pas 10 fois supérieur, mais qui est, on va dire, 4 ou 5 fois supérieur à un humain. Ce qui est à peine suffisant pour accepter éventuellement, aux États-Unis, mais pas en Europe d'ailleurs, de faire circuler ce type de véhicule. Donc, alors, on a à la fois fait énormément de progrès, on arrive à avoir des véhicules qui sont assez performants dans un certain nombre de situations, pas dans toutes. Et en même temps, pour que ce soit acceptable, il faut que ce qui soit en fait peut-être encore plus performant que cela. La deuxième révolution, le deuxième tournant en tout cas, dont on va aussi parler aujourd'hui, c'est une autre innovation de Google qui n'a rien à voir avec le véhicule autonome, en tout cas pas directement, qui s'est appelée BERT. Alors, je pense qu'en Europe, c'est le genre de prénom ou de nom qui peut nous faire sourire. La version française d'ailleurs de ce modèle s'appelle Camembert, notamment, donc ça se fait à plein de jeux de mots. Et ça a transformé la manipulation des langues. Alors, le but est, même si j'ai repris un extrait du papier de recherche de 2018, c'est pas forcément de rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a permis cette nouvelle approche, qui était basée sur un certain type de réseau de neurones, c'est que ça a permis à l'ordinateur de comprendre la structure d'une phrase, on va dire, et pas juste de comprendre des caractères isolément. C'est ce que fait n'importe quel humain. Quand on voit une phrase, on l'assimile en tant que phrase et pas juste les mots isolément. Euh, et puis, ça lui a donné aussi la capacité d'entraîner sur pas seulement, par exemple, lire tout Wikipédia et avoir compris à peu près les phrases, enfin, ou assimiler, mais aussi à la notion, par exemple, de questions et de réponses. Et je t'entraîne sur des questions et je t'entraîne qu'il y a certaines réponses qui matchent mieux avec la question que d'autres. Euh, et globalement, c'est là-dessus qu'est basé ChatGPT et tous les modèles qu'on connaît plus récents, mais qui sont basés globalement sur la logique qu'on appelle de transformers, et qui permet de comprendre une langue, d'assimiler des connaissances d'un corpus de texte, par exemple avoir lu tout Wikipédia et qui est capable de restituer cette information. Si vous lui demandez un modèle de ce type-là, qu'a fait Léonard de Vinci en 1493, il va vous donner une réponse assez précise et cohérente, à partir du moment où il l'a lu dans Wikipédia, par exemple. Et ça permet, vous le savez, des interactions humain-machine qui sont assez différentes, puisqu'en fait, on se met à parler à la machine en langage naturel, c'est en lui écrivant du texte, c'est le principe de ChatGPT. Vous lui demandez quelque chose, il vous répond, plus ou moins bien, mais il vous répond en langage naturel, alors qu'avant, on savait interagir avec une machine principalement avec du code informatique. Et puis, vous savez aussi, ça permet, à travers cette première maîtrise du langage, ça permet d'avoir des étapes de planification basiques. C'est la notion pas d'outils que vous connaissez, mais c'est des choses comme la recherche profonde. C'est-à-dire, par exemple, si on me pose une question sur explique-moi c'est quoi l'IA, l'ordinateur va décomposer la question en disant, bah, en fait, l'IA, voilà, il va décomposer en sous-questions et puis il va chercher sur ces sous-questions. Et puis, par exemple, il va chercher pendant 10 minutes des réponses à toutes les sous-questions. Il va vous faire ensuite une réponse plus ou moins structurée. Et donc, c'est des choses assez nouvelles qui toutes découlent en fait de ce tournant d'il y a maintenant 6-7 ans. Et
ce sera mon dernier point avant de passer la parole à nos intervenants. Ce qu'on peut constater finalement au cours de à la fois de ces 10-15 dernières années, mais en fait depuis plus longtemps dans l'IA, c'est qu'on a au moins quatre piliers qui reviennent tout le temps et qui interagissent entre eux, euh, qui rendent possible à la fois enfin, l'innovation et l'évolution des possibilités. C'est la partie hardware, c'est-à-dire finalement comment je fais des calculs. Dans le cas des images que j'évoquais, hein, c'est l'utilisation des cartes graphiques d'ordinateur qui étaient faites pour des jeux vidéo, qui a été utilisée il y a une quinzaine d'années pour se dire, mais en fait, je pourrais faire des traitements, et notamment des traitements d'images, avec de manière efficiente, et c'est ce qui a fait que bah, les systèmes de détection d'images que je vous montrais tout à l'heure, vous connaissez tous, et ben, ils peuvent tourner et même être entraînés sur un ordinateur à peu près ordinaire pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Il y a tout ce qui est l'essor du cloud qui a ouvert une énorme possibilité de traitement qu'on n'avait pas forcément. Et puis maintenant, on va plutôt sur des logiques aussi de décentralisation des traitements. C'est-à-dire, par exemple, les téléphones récents, les smartphones récents ont des capacités importantes en la matière qui ouvrent de nouvelles possibilités. Le deuxième sujet, pilier d'innovation, c'est les modèles eux-mêmes. On parlait de réseaux de neurones, on pourrait parler de plein d'autres types de modèles. C'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais il y a des évolutions euh, scientifiques dans des nouvelles architectures, des nouvelles manières de traiter l'information qui ouvrent des nouvelles voies. Ce qui importe, on voit là tout de suite que les modèles ne suffisent pas à eux tout seuls. Les réseaux de neurones étaient connus dans les années 80. C'est parce qu'il y a eu des évolutions, notamment sur le hardware, qu'on a pu les exploiter autrement et faire des nouvelles choses. Euh, et ce qui va avec aussi, c'est le troisième pilier, c'est les logiciels, et notamment ceux qui sont ouverts. À partir du moment où il y a du hardware, il y a des modèles prometteurs, ce qu'on a eu les années 2010, ce qu'on a maintenant dans les années 2020, c'est le développement d'un écosystème très riche de logiciels, parfois développés, on va dire, par la communauté des développeurs, de tous ceux qui s'intéressent au sujet, la communauté scientifique, parfois développés par les industriels eux-mêmes, hein, plusieurs grands groupes, y compris des GAFA comme Google ou Facebook, enfin Meta, sont des grands contributeurs à des outils extrêmement utilisés dans la communauté du développement et la communauté de l'intelligence artificielle pour différentes raisons. Et ce sont souvent des logiciels libres, ouverts de différentes façons. Et ça va ensemble, c'est-à-dire que ce qui fait qu'à à un moment donné, quand des modèles sont prometteurs, quand il y a la capacité à les exploiter avec du hardware, ce qui rend possible leur démocratisation, c'est le fait qu'il y a tous ces logiciels qui fait que bah, les dizaines de milliers ou centaines de milliers de développeurs dans le monde qui ont les compétences nécessaires vont pouvoir se les approprier sans eux-mêmes avoir fait une thèse dans le domaine de l'intelligence artificielle, du traitement d'images ou autre. Voilà. Et puis les données, c'est le dernier pilier qui est absolument essentiel et sur lequel je pense qu'on va revenir aussi, euh, parce que finalement, la plupart des modèles s'appliquent à de la donnée et puisqu'on est en général désormais sur des modèles qui apprennent, ils apprennent à partir de données. Donc si vous avez besoin de données pour leur apprendre à faire quelque chose, quel que soit votre objectif. Et pareil, on va, je pense, l'illustrer ce matin. Voilà, je m'arrête là pour cette relativement longue introduction. Et puis, je vais donner la parole à nos intervenants qui, voilà, je pense, vont avoir l'occasion à la fois d'illustrer des choses qu'on vient de voir dans cette introduction et puis voilà, de développer d'autres angles ce matin. Je vais peut-être démarrer par Mélanie Vessier, si tu es prête pour Iona Justin, X. en fait, oui, il y Oui, a eu un Justin, petit changement de programme. ouais, Justin doit d'accord. intervenir en premier, je crois. Pas de problème. Qui intervient en premier, du coup? J'ai pas vu le chat, c'est pour ça. Ça va être moi parce que j'ai une petite urgence personnelle. Ah, Donc, aucun problème. Bah, à toi la parole, alors, Christian. euh, Tu peux prendre le partage d'écran si tu souhaites, ou, voilà, ou juste expliquer un petit peu ce qui a été porté dans Panoramax. À toi. oui, oui, oui. Enfin, je vais être assez bref pour vous expliquer. Alors déjà, Panoramax, c'est un projet qui a démarré il y a un peu plus de 2 ans à l'initiative d'OpenStreetMap France en collaboration avec l'IGN. On fait un Street View mais libre et décentralisé. Donc voilà, c'est un projet assez ambitieux qui a bien démarré sur ces 2 ans. On a déjà plus de 55 millions de photos, on approche 1 millier de contributeurs, des contributeurs très variés qui peuvent être des collectivités, des entreprises, des associations, des particuliers, enfin voilà. Et donc dans le cadre de Panoramax, nous on a eu
quelque chose d'absolument obligatoire, c'est qu'on ne peut pas publier des photos de la voie publique sans avoir flouté les visages et les plaques d'immatriculation, respect, Hum, RGPD, vie privée, etc. ouais, Du coup, on a dû travailler sur cette partie-là et donc utiliser un domaine de l'intelligence artificielle qui est la vision par ordinateur, le computer vision. Et donc, cette partie computer vision, moi, j'aime bien comprendre tout, enfin, tout, au maximum, comment fonctionnent les outils qu'on utilise. Et il m'a semblé indispensable de savoir sur quelles données étaient entraînés les modèles. Et donc, on a procédé à la sélection de photos et à notre propre annotation pour entraîner nos modèles. Quitte à donc toutes les photos qui arrivent sur Panoramax passent par une API qui sert au floutage. Aujourd'hui, le rythme actuel, c'est à peu près 100 000 images par jour. Et on s'est dit, il y a peut-être d'autres éléments dans ces photos qu'on pourrait facilement détecter par la même occasion, sans surcoût. Et le premier qui nous a paru le plus évident, que ça soit pour l'IGN ou pour OpenStreetMap, ce sont les panneaux de signalisation, les panneaux du code de la route. Donc on a étendu notre annotation, notre entraînement de modèle, et notre modèle détecte donc trois types d'objets: les visages, les plaques d'immatriculation et les panneaux du code de la route. Donc ça a été une étape qu'on a fait il y a à peu près 2 ans. Et à chaque fois qu'on détecte un panneau, en fait, on va l'extraire de la photo, on va conserver les métadonnées de la photo pour savoir où et quand elle a été prise, à quel emplacement dans l'image on a repéré ce panneau, et puis on va le mettre de côté. Ensuite, on s'est dit, ben, OK, on a des panneaux, mais il faut qu'on les classe. Donc, on a utilisé une deuxième possibilité dans les algorithmes de computer vision, qui sont la classification d'images. Donc là, on a entraîné des modèles de façon itérative pour bah, reconnaître un sens interdit d'une interdiction de tourner, d'une limite de vitesse, etc., etc. Petit à petit, on a entraîné le modèle et on est arrivé à peu près plus de 250 types de panneaux qui sont classés avec un très très bon taux de fiabilité. Mais après, on a rencontré un autre problème. C'est que, voilà, je vous fais revenir à votre passage de votre permis et au code de la route. Vous avez le panneau, mais en dessous, vous avez un élément extrêmement important qui arrive assez souvent, qui est le panonceau, qui va changer le sens du panneau. Donc, on a dû entraîner d'autres modèles, deux autres modèles, un modèle qui va séparer le panneau du panonceau et un quatrième modèle qui, lui, va classer les panonceaux pour savoir si c'est un panonceau qui indique que le panneau est pour une certaine distance ou à une certaine distance, etc., etc. Vous avez des cas particuliers qui sont intéressants. Vous avez par exemple le triangle du céder le passage, qui sert soit comme pour vous indiquer qu'il faut céder le passage, ou bien qui sert à indiquer qu'il y a un stop à 100 mètres, 150 mètres, etc. Donc on est absolument obligé de descendre à ce niveau de détail pour comprendre le sens du panneau. Voilà, donc tous nos modèles sont ouverts, tout est publié sur Hugging Face, et pour tous les entraînements ou les... Enfin, on a publié aussi toutes nos données annotées, toutes nos photos annotées. Il n'y a qu'un seul jeu de données qu'on n'a pas pu publier pour des raisons évidentes de RGPD, c'est le jeu de données qui nous a servi à entraîner la détection des visages et des plaques. Bah, évidemment, dedans, il y a des visages et des plaques qui ne sont pas floutés, et celui-là, on ne peut pas le publier. Mais sinon, tout le reste est publié, tous les modèles sont publiés, et ça permet du coup de de permettre, dans d'autres cas d'usage, de réutiliser nos modèles. On a par exemple un projet qui s'appelle Pyronir, qui est un projet pour détecter les départs de feux de forêt. Donc il y a des caméras qui sont installées sur des tours de guet.
Et ces caméras vont filmer en permanence la forêt, puis détecter les fumées d'un départ de feu. Parfois, dans le champ, il peut y avoir une route, des véhicules qui passent, des gens qui passent. Eh bien, ils ont réutilisé le modèle qu'on a entraîné pour faire ces détections et pour eux-mêmes flouter ce qu'ils ont besoin de flouter. Donc, je pense que c'est extrêmement important. On bénéficie sur les outils d'intelligence artificielle globalement et sur la computer vision en particulier, d'énormément de codes libres ouverts. Et donc, il faut qu'on reste dans cette logique-là. Il faut qu'on partage les modèles qu'on a entraînés, il faut qu'on partage les données qu'on a utilisées pour entraîner les modèles. Et c'est une forme d'approche scientifique, c'est-à-dire on n'a pas à refaire ce qui a déjà été fait. Donc, et c'est beaucoup plus efficace de procéder comme ça. Alors, il y a d'autres usages en computer vision qui sont en cours sur Panoramax. Les outils devenant relativement simples, on a par exemple, hier, on avait un temps d'échange mensuel. C'est la façon qu'on a de discuter au sein de la communauté qui s'agrège autour de Panoramax. Et il y avait Périgord Numérique, qui est un syndicat qui s'occupe de la pose de la fibre sur le Périgord. Et donc, eux, ils ont besoin de surveiller l'état du réseau, et surtout du réseau aérien. Donc, est-ce qu'il y a des poteaux qui sont couchés? Est-ce qu'il y a des accroches de fibres qui sont plus bonnes? Est-ce qu'il y a des boîtiers qui sont ouverts alors qu'ils ne devraient pas l'être, etc., etc. Et donc, ils ont fait un test en parcourant 300 km avec une petite caméra qui coûte quelques centaines d'euros. On n'a pas besoin d'équipements extrêmement perfectionnés. Et ensuite, ils ont annoté des photos, entraîné un modèle et fait des détections pour vérifier que ça leur permettait de gagner du temps. Et oui, ça leur permet de gagner du temps. Plutôt que de parcourir le terrain et puis de noter à chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, quelqu'un parcourt le terrain sans se poser de questions, et il fait juste que rouler et il y a des photos qui sont prises. Et ensuite, ces photos seront analysées et ça fait remonter les anomalies sur le réseau. Et donc tout l'intérêt de Panoramax, c'est qu'en fait les photos, là, cet acteur les a prises dans un but qui est vérifier l'état de son réseau fibre. Mais en fait, les mêmes photos peuvent servir à un autre acteur pour récupérer les panneaux de signalisation et puis mettre à jour les bases de données de l'IGN ou d'OSM. Donc c'est vraiment la logique qu'on a dans Panoramax. C'est pareil, si quelqu'un fait l'effort de prendre des photos, bah, ça permet à d'autres de les exploiter pour faire quelque chose. Et à l'inverse, quand je vais aller sur le terrain, je vais prendre des photos, je vais partager, je vais permettre à d'autres d'utiliser ces images. En termes techniques, on a utilisé essentiellement un outil qui s'appelle YOLO. YOLO, ça veut dire You Only Look Once, qui se base sur Torch, donc je l'appelle Torch, c'est du Python. Et, euh, et pour le floutage de toutes les photos de Panoramax, on a trois serveurs avec des GPU relativement anciens, c'est des 1070, des 1080. Et tout ça, c'est géré par OpenStreetMap France. C'est de l'infra OpenStreetMap France, mais qui est mutualisé et qui est utilisé aussi par l'IGN. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on fait en termes d'IA et de computer vision actuellement dans Panoramax. Il y a des projets, on a beaucoup de demandes sur quelque chose qui s'appelle la TLPE, la taxe locale sur les publicités et enseignes. Donc pour détecter les publicités dans les photos et faire établir des inventaires. Et puis autre chose que les collectivités demandent beaucoup, c'est le suivi de l'état du revêtement routier ou de la signalisation horizontale. Donc voilà, ça c'est des domaines qu'on est en train d'étudier. Il y a des gens à l'IGN qui on a différents projets, par exemple, de détection de changements dans les photos. C'est-à-dire, on a des photos qui ont été prises à quelques mois ou quelques années d'intervalle et donc détecter qu'il y a eu des changements importants et donc pour faciliter la mise à jour des bases de données. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous invite à aller sur le forum des géocommuns.
ou sur panoramax.fr pour avoir plus d'infos sur le projet. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Christian. Effectivement, si vous avez une ou deux questions, parce que Christian doit partir un peu plus tôt, donc faut qu'on le libère. Ce que tu disais, en tout cas, Christian, c'est que c'est un projet qui reste actif avec des nouvelles évolutions. Vous travaillez des nouveaux cas d'usage que tu as évoqués. C'est quelque chose qui travaille au sein de l'équipe Panoramax ou ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a encore des contributions autour de ça, par exemple, ou des projets d'aller plus loin sur tel ou tel thème? Alors, le cœur Qui de sont- projet de Panoramax, c'est vraiment d'être un espace de partage de photos de terrain. Et Ouais, c'est pas. Après, on peut construire énormément de choses dessus, donc c'est pas forcément ouais, nous qui allons les c'est construire. ça. On l'a fait sur les panneaux parce que Parce bon, que c'était nécessaire pour l'outil. Ouais, non, c'est pas du tout nécessaire et c'est pas indispensable pour Panoramax, mais on a voulu montrer avec une sorte de preuve de concept que bah oui, les photos de Panoramax, on pouvait faire des détections à d'accord. l'intérieur et voilà, et on a commencé par la chose qui nous paraissait la plus Ouais, utile et d'accord. à l'IGN et à OpenStreetMap. Donc voilà, c'est par ça qu'on a commencé. Je vois qu'il y a une question Ouais, à propos placer les panneaux sur une carto avec des données GPS. Euh, Aujourd'hui, on peut détecter qu'on a un panneau qui est présent sur une photo. On a la position approximative, parce qu'on n'a pas non plus systématiquement des GPS de haute précision. On a la position approximative de l'endroit où on était quand on a pris cette image. On a aussi la direction dans laquelle pointait l'appareil photo dans la majorité des cas. Et là, on est en train de tester un autre modèle qui s'appelle VGGT qui permet de faire de la reconstruction 3D à partir d'une ou plusieurs images. Et donc pour estimer la distance d'un objet dans la photo, ce qui nous permettrait d'avoir une localisation approximative, mais d'avoir à peu près la localisation des objets qu'on détecte, alors que ce soit des panneaux ou d'autres types d'objets. Voilà. Donc on est en train d'explorer ça et VGGT, c'est assez récent, ce modèle est disponible depuis assez peu. Donc on lui fournit une ou plusieurs images et il va faire une reconstruction 3D et surtout il va être beaucoup plus efficace que enfin beaucoup plus performant que des techniques classiques de photogrammétrie qui nécessitent des calculs extrêmement importants. merci beaucoup, Christian. Il y a Pierre Gréau du CEREMA qui a partagé un exemple de réutilisation sur le sujet de la sécurité du passage piéton. Très Le, intéressant. le projet Merci pour le Zebra, lien, Pierre. Ouais, et donc je vois la métropole de Grenoble qui souhaite recenser l'offre de ouais, stationnement. c'est ça. Panoramax pourrait servir, hein. Je dis pas que c'est la solution parfaite. Mais oui, c'est des choses qu'on peut tester, explorer voilà. Il y a beaucoup de choses en fait, il faut tester. On ne sait pas à l'avance et tant qu'on n'a pas testé, je peux pas vous dire oui, c'est faisable, c'est pas faisable. On a des demandes, on a des idées parfois assez originales. On nous a demandé, est-ce que vous pensez que c'est possible sur les photos de Panoramax de détecter les nids de chenilles processionnaires? Je ne sais pas, mais ça s'essaye. Voilà. C'est ça. Regardez. Et toi, tu as vraiment bien résumé, je crois, l'intérêt d'avoir à la fois une base de données ouverte, des outils qui sont ouverts sur cette base de données pour permettre à d'autres de s'en saisir et d'aller plus loin et de construire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout l'écosystème sur les sujets IA. Et ce qui est, moi, je trouve frappant, c'est que c'est quelque chose qui est adopté par tout type d'acteurs, qu'ils soient industriels, numériques, plutôt associatifs. Oui. Tout le monde voit le besoin, en fait, de, Un au moins point, sur une certaine base, de collaborer, quoi. Enfin, un point important, je ne l'ai même pas mentionné parce que pour moi c'est une telle évidence. Toutes les photos qui sont versées sur les hum, différents serveurs Panoramax sont toutes sous des licences libres qui permettent leur réutilisation. Je rappelle que tout ça, vous n'avez absolument pas le droit de le faire sur les photos de sur Google. Gold Street, absolument. Voilà. C'est un utile rappel. Eh ben, écoute, merci Christian. On te libère si tu dois partir. Et puis, Ouais, je suis si tu veux désolé. rester encore un peu, il n'y a pas de souci. Bah, merci en tout cas de t'être libéré ce matin. Entre Mélanie et Pierre, je ne sais pas s'il y a une préférence. Mélanie, tu veux y aller? Merci encore Christian. Et si tu veux prendre le partage d'écran, il est à toi, Mélanie.
Ouais, merci beaucoup. Je peux me lancer. Ouais, Mélanie. Enchantée, pour ceux avec qui j'avais eu la chance de discuter dans mes précédentes fonctions. J'ai passé 3 ans au sein des équipes de la DGITM, où je m'occupais d'un projet de voyageurs plutôt, le titre de transport unique. Et donc, j'ai rejoint les équipes d'EONA X au début du mois de mars. Donc, je vais vous présenter ce qu'on fait un peu chez nous, mais je vous prie d'être indulgent. Il y a certains éléments que j'aurais peut-être pas, mais je prendrai les questions et je n'hésiterai pas à revenir vers vous au besoin. Nous, chez EONAX, qui on est peut-être rapidement. On est labellisé France 2030. On est une association loi 1901 qui vise à fédérer l'écosystème des acteurs publics et privés des filières du transport, de passagers et de marchandises et du tourisme. Dans nos membres, on a des grands groupes, mais aussi des ESN, des PME et des agences publiques comme l'INRIA et des collectivités comme la métropole de Nice. Et le but, c'est vraiment de connecter les entreprises à l'échelle européenne pour mieux partager, mieux exploiter leurs données de manière plus sécurisée et contrôlée par chacun des acteurs. Donc en fait, chez nous, la souveraineté européenne, c'est vraiment dans notre ADN. EONA X est un data space porté par la Commission européenne qui a mis ces espaces de partage de données vraiment au cœur de sa stratégie numérique. Et donc, voilà, on vise à favoriser ce partage, mais aussi la mise en œuvre des politiques publiques et accompagner toute la réglementation européenne, que ce soit sur le Data Act, le Data Governance Act, etc. Et donc, pourquoi on s'intéresse à l'IA? Finalement, le constat un peu flagrant, c'est de dire qu'aujourd'hui, 80% des données existantes sont détenues par des entreprises. Et donc, EONA a pour enjeu de mettre à disposition ces données privées qui étaient jusqu'alors inaccessibles grâce à des contrats de confiance, des outils, des standards pour garantir la confiance, la traçabilité et aussi une gouvernance adaptée à ce partage-là. Et donc, voilà, c'est vraiment dans cet esprit qu'on s'investit pour créer de la valeur pour tout l'écosystème et bâtir des IA plus souveraines et également plus frugales, mais j'y reviendrai par la suite. Et donc, le but, c'est pas forcément de réinventer ce que les big tech font déjà, mais c'est essayer de les concurrencer, d'aller vers une Europe plus forte et de pouvoir créer un écosystème beaucoup plus ouvert, interopérable, mutualisé pour faciliter l'innovation, que ce soit pour les PME, les startups et les différents groupes que nous représentons. Peut-être sans m'appesantir dessus, mais très rapidement, comment marche notre technologie. Aujourd'hui, en fait, EONAX, on propose une plateforme interopérable, décentralisée. Le principe de la décentralisation, c'est que les données restent chacun chez soi. Nous, on n'y a pas accès, on ne les voit pas, mais on met à disposition un connecteur, donc open source, qui est basé sur le standard Eclipse et du coup qui permet en fait, basé sur une technologie de data mesh, pour un connecteur, N connexions. Et donc voilà, c'est vraiment cette force de frappe qui permet en fait de démultiplier les cas d'usage et de rationaliser aussi les coûts pour les entreprises qui auparavant étaient amenées à créer X API pour chaque cas d'usage créé. Et donc, c'est vraiment cette infrastructure qui sert de socle à tous nos travaux sur notamment l'IA générative, que ce soit dans la mobilité et le tourisme. Est-ce que tu veux peut-être introduire justement le projet Gen for Ouais. Travel, même si on y reviendra peut-être plus en détail après, mais déjà en donner une introduction, voilà, les grands thèmes, pour qui et comment. Ouais, bien sûr, ouais. En effet, aujourd'hui, chez Onaix, on a plusieurs projets un peu cas d'usage par-dessus ce partage de données. Et donc, on travaille sur des projets sur le transport, la mobilité, tourisme, logistique, et vraiment vise à créer de la valeur, créer de nouveaux services pour les usagers et de sorte à rendre leur parcours beaucoup plus fluide. Pardon. Et donc, en effet, je pourrais rentrer dans le détail plus tard,
Tech. Mais aujourd'hui, on porte particulièrement un projet qui s'appelle Gen for Travel et donc qui est composé d'un consortium multi-acteurs, des acteurs qu'on voit à l'écran, financés dans le cadre de France 2030. Chacun en fait apporte ses briques, que ce soit des modèles de LLM qu'on vise à mettre en open source, notamment qui sont apportés par l'Inagora, des infrastructures cloud qui sont censées être souveraines, une expertise métier et donc, tout ça, pour, quelques cas d'usage, qui sont censés passer à l'échelle, notamment, le point du SAV en cas de disruption. Admettons, mon avion est en retard ou est annulé. En fait, grâce, à ce projet-là, le principe, c'est que le SAV pourrait me dire: «Bah, c'est pas grave, ton avion est annulé, mais tu peux, dormir, dans un hôtel Accor, ce soir et demain, prendre le train, pour, en tout cas, rebooker, ton trajet, sans trop d'incidence, sur ton voyage». Mais voilà, proposer des solutions alternatives, pouvoir rebooker, pouvoir informer le passager et ce, via n'importe quel, SAV, de mon parcours de bout en bout, que j'aurais, à choisir, enfin, entre le SAV, de Air France, SNCF, ou D'accord. On travaille aussi, sur les parcours, PMR, de sorte, dès lors que j'ai l'information, via, l'outil de la SNCF, finalement, je peux avoir cette même information, sur, la plateforme d'ADP et donc sur, Air France, ce qui permet, voilà, de mieux comprendre les spécificités d'accessibilité, de chaque personne, et faciliter encore une fois son parcours, de bout en bout. On travaille aussi, sur tout ce qui est, tourisme un peu plus multimodal et donc voilà, planifier un itinéraire, avion-train, hébergement et une fois qu'on a compris les préférences, lui proposer bien sûr, des solutions les plus adaptées, pour, le profil, que ce soit pour du loisir ou plutôt pour des, voyages professionnels. Et donc voilà et ce travail-là, il vise vraiment à être passé, à l'échelle et notamment après pouvoir traiter, d'autres cas d'usage, notamment sur la logistique, le report modal, et cetera, des sujets qui sont déjà, largement, exploités, par, certains acteurs. Je ne sais pas, Gisèle, si je m'arrête là ou si Non, je très continue? bon début. Peut-être on va laisser la parole à ce moment-là à Pierre et puis on reviendra peut-être dessus de tout à l'heure quand on croisera les cas d'usage. Peut-être ça répond d'ailleurs à des sujets de Pierre. Alors, Bonjour à super. tous. Alors, je vais Bienvenue à partager. toi. Ouais, je vais partager la présentation. Alors, attends. Et n'hésitez pas en parallèle les uns les autres si vous avez voilà, des questions, on peut déjà commencer à les prendre spécifiques sur une présentation ou de manière plus générale par rapport à ce qui est abordé, puisque juste après Pierre, on aura vraiment ce temps de discussion pendant 35-40 minutes. Alors, j'ai un petit souci. Euh, C'est un souci de partage ou un souci Ouais, d'antenne? mais ça va, ça va. C'est moi qui ai le souci, hein. C'est que je vois pas ma fenêtre. Alors, attendez, hein. Hop, je vais fermer. Est-ce que, Désolé. Hop, est-ce que je tu veux te vais. présenter pendant ce temps-là? Ouais. Ou s'il y a des questions pour Mélanie aussi, on peut aussi en profiter. Ouais. Alors, je veux bien qu'il y ait une question pour, pour Pour Mélanie, comme Mélanie. ça me laisse. Parce que j'arriverai pas à faire les Et deux en sinon, même tu m'envoies temps. la presse par mail aussi, c'est possible. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je retente une fois. Euh, hum. Oui, je vais pas avoir une question pour Mélanie Plaisir. en attendant. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, Bonjour. Benoît. Bonjour, Bonjour. voilà, je suis bonjour Mélanie, bonjour Ghislain. Donc je suis Benoît Vedel à CTM Sun et nous on fait des modélisations des mobilités et donc effectivement je trouve l'initiative des ONX vraiment très innovante et très en faveur de réutiliser les données pour voilà rentrer vraiment dans un côté écosystème. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi les cas d'usage que l'on peut voir les plus forts ou on est plutôt orienté B2B, plutôt orienté B2C? Comment les différents acteurs en fait veulent utiliser ces données? Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout aujourd'hui. C'est vrai que, enfin,
je l'ai peut-être pas précisé, mais Onaix est jeune, enfin, on est sorti en 2022. Donc, les acteurs se font un peu la main. Et ce qui en ressort le plus, c'est que certains souhaitent faire du B2C et proposer de nouveaux services à leurs clients, notamment. Euh, et pour d'autres, notamment des entreprises un peu plus PME, start-up, elles se lancent plutôt sur du B2B et donc proposer bah, notamment des outils d'IA pour, enfin, si je pense à la logistique, mutualiser des flux, proposer voilà, du calcul de report modal entre du routier vers de la barge et du ferré. Je dirais que ça dépend du type d'acteur. D'accord, merci. Merci beaucoup. Pierre, on voit bien ton Ouais, écran en tout cas. super. Bon, Et bah merci Mélanie pour ce gain C'est une de magnifique temps transition. et de transition. Donc du coup, je me présente donc Pierre Caillot-Dubar. Donc je suis directeur général adjoint aux mobilités au sein du Grand Annecy, qui est une autorité organisatrice des mobilités pour 34 communes avec 230 000 habitants. Donc moi, je vais plutôt représenter, on va dire, de l'autre côté, ce qui se passe, enfin, d'un point de vue collectivité territoriale. Alors j'ai un parcours varié. Je travaille dans le privé, dans le public, en France et à l'étranger. Et quand Gisela m'a demandé d'intervenir, j'ai décidé de mettre en valeur mes deux dernières expériences. Une expérience à Dubaï où j'ai travaillé sur le projet EasyCube, donc c'est Enterprise and Command Control Center. Euh, et ensuite sur mon expérience du Grand Annecy et les étapes pour arriver à faire de l'IA, bah voilà les indispensables avant de parler de quelques points de vigilance quand on est une agglomération ou un acteur public. Donc ce que vous voyez à l'écran là, donc c'est le projet EC3. Donc à l'époque, moi j'ai travaillé, c'était il y a 7 ans, hein, donc en 2017 sur ce projet-là. Donc c'est un bâtiment qui existe à Dubaï qui supervise l'ensemble des transports de l'Émirat de Dubaï. Train, bus, métro, taxi. Piéton qui prend tout un tas de données, donc des données INRIX, de floating car data, des données de billettique, des données de SAE. Il est connecté aux vidéos également. Donc moi, à l'époque où j'y étais, on devait développer aussi du comptage par vidéo, mais alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est opérationnel, mais en tout cas, à l'époque, c'était encore en projet. Donc vous voyez la salle. Que vous voyez, c'est à Dubaï, il y a plus de 300 événements par an, 300 gros événements, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais du coup, c'était une volonté de la RTA, donc qui est l'autorité des transports, d'avoir un centre qui supervise tout ça en temps réel, donc avec du prédictif, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, de manière multimodale. Donc c'était basé sur du machine learning. Et donc en 2017, c'était déjà un des projets, on va dire, les plus avancés sur de la multimodalité et du prédictif transport. Et donc en fait, les opérateurs que vous voyez là, ben, ils avaient tout un tas d'indicateurs à suivre. Pour un événement, ils pouvaient choisir une route, ils pouvaient choisir un lieu, une zone, etc. Ils pouvaient se personnaliser leur interface. Et derrière aussi, quand il y avait ben, un problème de circulation, ils pouvaient faire des scénarios. Donc dire, bah, si j'injecte une rame de métro, qu'est-ce qui se passe? Si j'injecte un bus, qu'est-ce qui se passe? Et pareil, toujours avec cette temporalité de 15 minutes, 30 minutes. 45 minutes et 1 heure. Et donc, c'est ce centre de commandement aussi qui a supervisé l'ensemble des mobilités pendant l'Expo universelle de Dubaï 2020. Donc voilà, ça c'était juste pour vous dire que à l'époque, bah, c'était un des projets assez avancés, donc basé sur du machine learning. Et là, maintenant, je reprends ma casquette du Grand Annecy, donc pour vous montrer l'évolution, parce que ben, pour utiliser de l'intelligence artificielle ou faire du machine learning ou enfin voilà de travailler sur la data, ben, il faut avoir de la data. Donc à mon arrivée avant 2019, on avait des approximations. Alors le terme est un peu maladroit, hein, la présentation a été faite un peu rapidement, mais basée sur les stats de vente en faisant un peu des règles de 3 et avec des titres papier. Et après, on appliquait enfin, historiquement, étaient appliquées des clés de répartition et la fréquentation était basée sur ça. On avait quelques cellules compteuses Iris dans les bus.
Donc, à l'issue de ça, l'objectif, ça a été de déployer tout un tas de systèmes. Donc, on a déployé un système biétique pour le réseau urbain, interurbain, donc Atlas conduante interopérable avec Oura. On a déployé une biétique sur le transport scolaire, donc Matawan, une biétique Matawan ex Ubi Transport. Et donc, bon, tout un tas d'autres systèmes. Et en fait, en 2022, il y avait une volonté de faire une gratuité juillet-août des transports. Mais par contre, le deal, c'était comment on peut savoir l'impact de notre gratuité juillet-août sur l'ensemble de nos transports. Donc, du coup, on a fait un marché innovant avec la société Flowly et on a déployé donc ce système qui capte en gros vos téléphones portables et qui permet d'avoir tout un tas de statistiques très très intéressantes avec une interface assez sympa et c'est ce qui nous a permis de calculer notre impact sur la gratuité. Depuis, on a fait pas mal évoluer. On a intégré dans Flowly pas mal de nos autres systèmes, nos données vélo, de vélo en libre service, nos données de SAE, pour développer tout un tas de données et d'avoir une interface unique. Et on a fait le choix aussi de déployer Power BI. Donc moi aujourd'hui dans l'équipe, alors c'est assez rare dans les agglomérations, mais j'ai un data scientist du coup qui va utiliser Power BI et me faire tout un tas de reporting. Donc là, ce que vous voyez à gauche, c'est un exemple de reporting sur notre transport à la demande. Donc voilà, c'est un tableau de bord type, on a des taux de groupage, on a des réponses aux demandes anticipées, etc. Et ce qui nous permet, ben, quand on avait régulièrement aussi des demandes, ah, ben, je vais sur tel territoire, est-ce que je peux avoir les statistiques de telle zone, de telle commune? Et ben aujourd'hui, avec cette structuration des données, hein, donc vous avez vu, ça a mis quand même 5 ans hein, pour arriver à ce genre de tableau de bord. Mais aujourd'hui, en un clic, on arrive à avoir tout un tas de données. Et également, on peut suivre l'évolution et la performance de toutes nos lignes de transport. Donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir en bas à droite. Et là, maintenant, j'en viens au futur. Donc, au futur qui est très proche, hein. On est en cours de finalisation. Le projet Dataflow, qui est un projet qui a été remporté de France Relance 2030. Je sais qu'il y a Laurent Briand dans la salle de Mobility Metrics. Donc, si je dis des bêtises, il me corrigera. Et donc, c'est un projet global avec les partenaires Flowly, Autoroute Trafic, Mobilité Metrics, ICA Technologies et du coup le Grand Annecy. L'objectif, c'est vraiment tous les systèmes qu'on a mis en place aujourd'hui, qu'on a fait monter en qualité. On a encore des petites choses à retravailler, mais aujourd'hui, on sait quelles données aller chercher dans quel domaine. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, par du machine learning et des phases voilà, de mise en commun de l'ensemble des données et de vérification de la fiabilité, de pouvoir reconstituer de manière donc des matrices multimodales d'origine destination sur les iris qu'on qu'on a sur notre territoire aujourd'hui. On est un territoire qui est concerné également par les Jeux Olympiques de 2030. Et donc, on voudrait vraiment aussi pouvoir voir l'impact d'un événement euh, de cette importance sur nos transports et également l'évolution de nos projets, puisqu'on a lancé tout un tas de projets d'investissement. Et donc, voilà, l'objectif, c'est par le biais de l'intelligence artificielle de pouvoir avoir toutes ces données, mais pas d'avoir que la donnée, d'avoir de la donnée fiable, reconstituée sur l'ensemble de notre territoire. Comme vous pouvez voir aussi, on est un territoire transfrontalier, on a beaucoup de flux transport vers la Suisse. Et je vous prends un autre exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà déployé. Donc c'est le prédictif de fraude. Donc en fait, donc ça, on l'a développé avec Flowly. On a 3 ans de données de contrôle. Donc bien sûr, on intègre l'ensemble des statistiques de contrôle, combien de fraudes, mais ça nous permet d'avoir un prédictif, en fait, par arrêt,
et par ligne de savoir, ben, potentiellement, là, on va avoir beaucoup de fraude ou potentiellement, on n'en aura pas beaucoup et de suivre du coup ces évolutions et de pouvoir envoyer les contrôleurs sur les lignes les plus concernées par tout ça. Et après, bon, je fais un petit point rapide. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. En fait, aujourd'hui, pour une collectivité publique, ce qui est difficile, c'est que l'IA évolue très vite. C'est un peu à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, on avait les processeurs des ordinateurs, ben, ça doublait très rapidement, on passait de 33 MHz, 66, etc., etc. Donc c'est un peu pareil pour l'IA. Et nous, collectivité publique, ben, on travaille avec des marchés, on s'engage sur des durées, on s'engage sur des cahiers des charges. Et donc c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est pas simple de se dire comment je peux tirer le meilleur de l'intelligence artificielle, enfin des outils hein, de l'intelligence artificielle, sans être bloqué et sans prendre du retard, quoi, en étant toujours à la page. Et il y a bien sûr la structuration des données. Nous, aujourd'hui, donc, on a déployé pas mal de systèmes, mais là, on attaque la phase aussi où il va falloir qu'on uniformise nos données. On a beaucoup de sources de données. Maintenant, quand on déploie un nouveau système, ben, il faut qu'il soit intégré dans nos data warehouse, enfin voilà, il faut qu'on puisse aller avec nos outils actuels et en évitant d'avoir 10 000 outils, pouvoir consulter ces données et les croiser. Donc c'est vraiment un enjeu et de fiabilité, hein. Aujourd'hui, par exemple, je prends le système d'aide à l'exploitation de nos bus. C'est avec ça qu'on régule. Si un bus il est mal affecté par un régulateur de l'opérateur, ben, il n'est pas affecté sur la bonne ligne. Du coup, les statistiques de biétique ne sont pas sur la bonne ligne. Du coup, les statistiques de comptage passager ne sont pas sur la bonne ligne. Donc voilà, il y a ce travail aussi invisible à mener, parce que c'est bien beau d'avoir de la donnée, mais il faut quand même qu'elle soit pertinente et de qualité. Euh, et voilà, et donc on travaille aussi pour que cette IA nous apporte des choses beaucoup plus graphiques. Donc hein, vous avez pu voir sur l'exemple avec le projet des OD, l'objectif, moi j'ai clairement envie que toutes nos données puissent être visibles sur une carte, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de parler sur des cartes. Euh, voilà, j'ai sûrement oublié pas mal de choses, mais j'ai C'est une très bonne ma introduction, merci présentation. beaucoup. Alors, n'hésitez pas, je crois qu'il y a des questions, il faut prendre le temps de regarder un petit peu. Il y a des questions pour vous deux d'ailleurs. Mélanie a commencé à répondre à une question de Laurent à destination sur le sujet des collectivités et du partage des données. Euh, et il y a des questions plutôt pour toi, Pierre, de la part de Pierre Gréau du CEREMA, sur les sources de données pour l'analyse des parts modales. Donc il y a Laurent qui a commencé à répondre, mais si tu veux compléter, c'est Ben, avantage d'être à donc, plusieurs. donc voilà, bah aujourd'hui en fait c'est toutes les sources de données. Donc c'est là le challenge de ces projets. Donc ça peut être de l'enquête ménage déplacement. Par exemple, on a une enquête ménage déplacement, c'est un Excel qui date de 2017, hein. Mais voilà, c'est une source de données. On a toutes nos données biétiques, mais de biétiques différentes, hein. On a une biétique conduante et une biétique Matawan, donc c'est des sources de données différentes. On a tout ce qui est système d'aide à l'exploitation, donc c'est l'avance-retard de nos bus, c'est la géolocalisation de nos bus, c'est les temps de parcours de nos bus. On a du coup, je les ai pas cités, je crois. Dans le projet Dataflow, on travaille aussi avec Orange pour prendre des données de téléphone. Donc, nous, on a aussi les données de Flowly, qui nous permet d'avoir, on va dire, ça nous permet d'avoir à 80% de l'information, mais après, on applique des recalibrages de données. Parfois, on envoie nos emplois jeunes aussi avec des tablettes pour recalibrer toutes ces données. On a des données de cellules compteuses, donc par biais de caméras 3D qui nous comptent les montées-descentes dans nos bus. On est connecté aussi bah, à nos données vélo, hein, donc nos systèmes de vélo en libre service, bah, toutes les informations remontent également. On a même mis des capteurs Flowly qui sont censés être dans un bus, dans une de nos gares, pour savoir un peu les flux qu'on avait à la gare d'Annecy. Donc ça, c'est une expérimentation qu'on a menée. On a mis un capteur qui est censé être dans un bus, dans une gare, pour voilà,
identifier les flux. Après, derrière, ben, l'objectif, moi, dans ma volonté, j'aimerais bien aussi, alors là, c'est pas forcément pour les matrices origine-destination, mais intégrer dans nos tableaux de bord ben, nos différents sites internet, nos différentes applis, ben, le nombre de consultations, le profil des consultations, euh, d'où viennent les gens qui sont informés, est-ce qu'on arrive à cibler l'ensemble de notre clientèle, hein, du plus jeune au moins jeune. Voilà, j'en ai sûrement oublié, mais c'est Moi, j'avais une le question panorama qu'on a. justement sur les cas d'usage. Tu as évoqué, déjà, tu as insisté sur l'importance de la data, sous toutes ses formes, de la collecte à sa mise en forme, et c'est très important. Tu as évoqué quelques sujets prédictifs, notamment sur Mm. des cas d'usage autour de la fraude. Est-ce que vous envisagez des cas d'usage prédictifs sur des thématiques d'exploitation, par exemple, alors, ça peut être la maintenance, mais Mm. ça concerne peut-être plutôt l'opérateur transport, mais dans l'exploitation elle-même du réseau, justement, lié à des incidents. C'était l'exemple du tout début à l'étranger, lié à des événements. Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Et puis, je me souviens aussi que tu étais intervenu dans un livre blanc sur l'IA générative au Mm. début de l'année, qui a été fait par Kizio. On pourra redonner la source Mm. d'ailleurs, une bonne publication. Euh, je- Est-ce que c'est quoi la réflexion aujourd'hui, ou est-ce que vous voyez des cas d'usage pertinents à tester, même si c'est pas encore fait, et puis ça permettra aussi à Mélanie de rebondir avec le projet de chaîne for Travel qui, je pense, est sur cette thématique-là aussi. Alors du coup, je vais essayer de reprendre dans l'ordre et Vas-y. tu me reposeras la question si j'ai pas Ouais, répondu ouais, t'inquiète pas. à tout. C'est question à Euh, tiroir, hein. T'es donc sûr de du coup, répondre à au moins une question, je pense. ouais, c'est ça. Dans ma tête, là, j'ai une réponse pour une question. Vas-y. Non, mais donc aujourd'hui, oui. Donc tout ce qui est maintenance prédictive, moi, j'ai toujours été un fan de ça. Donc, sauf qu'aujourd'hui, j'ai des nouveaux logiciels de maintenance à mettre en place et c'est vrai on s'y est pas encore attaqué, mais c'est clairement dans les tiroirs, en fonction du modèle de véhicule, de son utilisation, de pouvoir dire, faisons du préventif plutôt que du curatif, hein. Ça coûte toujours moins cher d'anticiper une pièce. Donc ça, j'avais travaillé à mes tout débuts, mais c'était il y a 15 ans à Sophie Antipolis sur ces sujets-là. Et là, ça fait partie des choses qu'on doit mettre en place, mais aujourd'hui, le logiciel de maintenance qu'on a est assez vieillissant, donc ça fait partie des choses qu'on doit D'accord. évoluer. Pour information, nos opérateurs en fait n'ont aucun système. Tous les systèmes, le matériel, les dépôts, c'est le grand Sur Annecy Annecy. Ok. qui gère et qui investit. D'accord. Donc c'est mon équipe Ok. au quotidien. Donc là, c'est vrai qu'on avait entre guillemets du retard à rattraper sur la vie courante et la connaissance de nos usages. Et là, Mhm. comme vous avez vu, en 5 ans, on a bien avancé. Ah bon? On a des projets sympas qui arrivent et donc c'est cet objectif là. Après, Il y a une question dans d'Alice le... Marshall, hein, dans cette veine-là du Citral, mais- qui est plutôt centrée sur le prédictif, mais en termes de fréquentation moyen ou long terme Bah aussi, ça, au-delà de la bah, maintenance. bah ça c'est clair. Donc moi, clairement, ce sur quoi j'ai travaillé à Dubaï, j'aimerais bien qu'on le remette en place. C'est pas si compliqué que ça à mettre en place. C'est des outils qui existent déjà, hein, du coup, puisqu'en 2017, ça tournait pas mal. Donc on a un gros projet d'investissement. On va créer un centre de commandement, etc. Mais tant qu'il n'est pas créé, ça sert à rien aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est clairement de l'utiliser en exploitation. On a aussi du coup tout ce qui est remontée d'incidents, donc ce qu'on appelle les GESI, des opérateurs. On leur demande d'avoir accès à des documents qui nous listent tous les événements de la journée. Donc ça aussi, ça fait partie d'essayer de capitaliser sur ces événements. Euh, c'est des événements tout bêtes, hein, mais c'est le bus est rentré parce que le siège fonctionnait plus, clignotant qui fonctionne plus, trop de bouchons, j'injecte un bus, etc. Donc ça, c'est des données un peu brutes. Donc ça fait partie de nos chantiers qu'on souhaite cadrer. Euh, Oui, est-ce que j'ai répondu à Non, tout? très bien. Et peut-être sur la partie générative, et je pense que Mélanie viendra Hmm. compléter, comment tu vois le sujet? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez? Dans Hmm. quelle optique, quel objectif? Dans quelle mesure ça peut trouver sa place dans ce que vous faites déjà aujourd'hui dans la relation clientèle? Alors, ouais. Est-ce que c'est au niveau du Grand Annecy? Est-ce que c'est éventuellement avec d'autres partenaires, d'autres collectivités notamment?
Alors ouais, clairement. Alors ça, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé ce matin, mais c'est clairement un de nos objectifs. Alors ça, pour moi, c'est le sujet, on va dire le plus facile, puisqu'aujourd'hui les outils de gestion client, ça existe. Il faut juste qu'on choisisse le bon et qu'on l'adapte à notre infrastructure existante. Ce qui est difficile pour les collectivités. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai une équipe à qui ça fait pas peur, mais dans les collectivités, ça fait quand même peur l'IA, hein, quand on discute avec des services informatiques d'agglomération ou d'autres collectivités. Il y a plutôt, bon, ah non, mais comment on y va? Ah, mais c'est dangereux, mais comment on va mettre nos données, etc. Nous, au Grand Antilles, en plus, on a été victime d'une cyberattaque en 2020, donc on- Un traumatisme. on a un traumatisme, mais après, l'avantage, c'est que bah, du coup, moi, en tant que responsable transport, l'ensemble des systèmes informatiques transport, je les gère en direct, donc ça nous permet de mettre en place des choses. Mais du coup, voilà, il y a cette partie infra plus collectivité où il faut faire attention. Et donc là, ça fait partie des sujets. Clairement, aujourd'hui, moi, là, on est très mauvais dans nos réclamations. On a des réclamations, ben, en fait, on gère des bus scolaires, interurbains, urbains, lacustres, on gère du vélo, on gère des élus, des réclamations des élus en direct. Donc en fait, on a tout un tas de remontées. Et parfois, bah, on est très long, hein, puisque un opérateur qui reçoit une réclamation, le temps qu'elle nous remonte, etc., c'est assez long. Et donc clairement, l'objectif, c'est de faire le niveau 1 et 2 que l'usager, et aujourd'hui on le voit, hein, on l'utilise tous à titre perso, on peut avoir des réponses très rapides et des questionnements très rapides aussi, plutôt que d'avoir 10 personnes qui répondent au téléphone, bah, on aura toujours des personnes qui répondront au téléphone, hein, parce Bien sûr. qu'on s'adresse à toutes les cibles. Mais si on peut, au profil un peu plus geek ou un peu plus à l'aise, avoir toutes les informations, et comme je disais, les informations, elles sont disséminées. Nous, le Grand Annecy, on a un site d'agglomération du Grand Annecy, on a un site des mobilités du Grand Annecy, on a un Mm. site pour les vélos. On a une carte qui regroupe tout ça, mais elle est encore ailleurs. Enfin, donc voilà, Donc, c'est cette c'est logique faire de cette rassembler un peu synthèse les informations et, et de le faire et, un peu de manière automatisée, dynamique, et- quoi. C'est ça. exactement et personnalisé parce que personne n'a la même interrogation. On mêle Mm. le touristique, ça c'est pour laisser la parole à Mélanie. Après, et le domicile travail et le transfrontalier, donc on a tous les types de transports avec tous les types de demandes et avec des pics hiver et été. On a 3 stations de ski également sur le territoire. Donc là, on a tous les types de Ouais. clientèle possibles et c'est impossible de pouvoir répondre à tout le monde par biais d'un site internet classique ou une ligne téléphonique. Et justement, du coup, la transition effectivement est toute trouvée Mm. pour Mélanie. Tu évoquais en fait, Pierre, que du coup, potentiellement, c'est un sujet mature. Tu dis, ouais, il y a des outils, effectivement, Mm. il y a des outils sur le marché. Mais du coup, la question, c'est euh, pourquoi sur Eona, il y a ce besoin de se dire, mais en fait, non, il nous faut aller plus loin que ça. Probablement parce que c'est multi-acteur, j'imagine, dans Eona. Ce qui est aussi l'occasion de vendre à Pierre le projet Gen for Travel et tous les autres présents. On est à Puisque disposition pour toi. Pierre a dit qu'il était un carrefour, un carrefour alpin, un carrefour touristique, donc je pense c'est un bon client potentiel pour Gen for Travel. Je suis étonné d'ailleurs qu'il soit pas partenaire du projet. Mais faut que tu nous en dises un peu plus, On Mélanie, est et vraiment timide. expliquer voilà, vu des partenaires comment ils abordent le truc, quoi, parce que aussi ils ont déjà des outils, je pense à la SNCF en Ouais, interne, bien quoi. sûr. Bah, peut-être je peux Tu peux reprendre montrer le l'écran, schéma vas-y. Ben oui, le fameux schéma hop, qui attendait ouais, son c'est le heure. schéma simplifié. Mais oui, en effet, j'attendais son Vous allez heure. voir. Ouais, en fait, l'idée, bah, c'est exactement ce que disait Pierre, un petit peu de la complexité, plein de données et d'informations chez chacun de nos partenaires, qui n'ont pas vocation, en tout cas, à être centralisées sur une plateforme au-dessus, mais qui, par contre, auraient tout intérêt à discuter entre eux pour se partager de l'info et essayer de donner la meilleure information possible aux clients, en tout cas aux voyageurs. Et donc, c'est vraiment sur sur ce constat-là que c'est basé l'opportunité de mettre en place Gen for Travel. Enfin, deux constats, on va dire, voilà, comment essayer de trouver des solutions pour rendre le parcours usager plus fluide, et notamment en cas de SAV, et aussi, comme on a pu le faire sur la base, on va dire, la couche basse, comment on partage de la donnée de manière beaucoup plus interopérable, open source,
entre les acteurs et on participe un peu à cette démarche d'innovation, etc. Finalement, sur cette couche un peu plus haute IA, on fait la même chose. On applique cette même réflexion pour être plus fort. On souhaite, du coup, pardon, Justin, ça fait partie de tes questions d'après, mais en tout cas, on souhaite porter une démarche C'est pas en cloisonné, hein. open source. Ok, C'est pas cloisonné. merci. Vas-y. On souhaite porter une démarche open source et commun numérique sur lesquels on peut se baser et alimenter les différentes stratégies portées par les grands groupes, par les startups, par les collectivités et que ça profite à tous. Et du coup, nous, notre projet là, il est basé sur de l'IA générative, mais pour rendre l'IA plus performante, on travaille sur des SAM. Alors en fait, à l'inverse d'un chat GPT qui va capter de l'info publique de partout et travailler sur ça et rendre ces réponses, entre guillemets, plus fortes. Nous, on essaye de vraiment de faire travailler ces modèles sur des cas plus restreints, plus précis, mais du coup, plus fiables et plus gouvernables aussi et beaucoup plus appliqués aux cas d'usage cibles. Et ça permet d'avoir de la meilleure info et aussi d'avoir une IA beaucoup plus frugale et éviter de faire tourner un modèle sur beaucoup trop de données qui serviraient finalement un peu à rien pour nos cas d'usage précis. Et par-dessus ça, on a des agents intelligents. Enfin, comment on me l'a décrit, c'est on a des petits robots qui discutent entre petits robots de sorte à pouvoir partager de l'info et transmettre la meilleure information au client final. Et en fait, ils arrivent à s'orchestrer de manière autonome pour pouvoir atteindre l'objectif qui leur a été donné et donc répondre aux clients. Et du coup, peut-être pour préciser, aujourd'hui, Gen for Travel, c'est vraiment cette idée de boîte à outils open source avec une gouvernance des données vraiment qui est propre et donc qui est portée par EONA aujourd'hui pour éviter d'imposer un acteur et donc de retomber dans les schémas un peu classiques de on devient pieds et poings liés à un seul acteur, mais bien avoir quelque chose de beaucoup plus réutilisable et ouvert, et donc un environnement beaucoup plus modulaire, multi-tech, multi-cloud aussi, parce que finalement, avec les données restent chacun chez soi, le cloud, entre guillemets, est agnostique, multi-data, multi-IA, parce que le but, c'est de laisser le choix, en fait, à chaque entreprise. Enfin, c'est un peu ce que tu disais, Pierre, aussi, c'est de ne pas réinventer la poudre. Certaines grosses structures ont déjà du SAV, ont déjà des outils, et donc, eux, ils pourraient juste ajouter cette brique Gen for Travel pour orchestrer un petit peu le tout et faire en sorte que tout le monde discute entre eux et que le front il soit visible par l'usager via le front actuel. Mais d'autres ont aussi envie d'utiliser un front, on va dire, clé en main. Et donc là, proposer aussi des solutions proposées notamment par notre opérateur technique. Aujourd'hui, c'est Amadeus. Et donc, avoir un assistant un peu plus standard pour ce type d'usage. Mais donc, voilà, c'est vraiment pouvoir laisser le choix et après permettre à chaque entreprise de construire ses propres services par-dessus ces briques. Super. Et si j'essaye d'appliquer un peu cette architecture au cas d'Annecy et de sa région, finalement, l'interface utilisateur, ça pourrait être une appli développée par Annecy, ou ça pourrait être une start-up qui développe, une entreprise locale qui développe un service et qui s'appuie en fait sur les différents agents qui sont là, qui sont fournis un peu de manière mutualisée dans l'écosystème EONA et qui permettent d'accéder, alors éventuellement déjà à ceux qu'on voit là, SNCF, Accor, service d'Amadeus et du coup évidemment multitransport vu le métier d'Amadeus, mais éventuellement à y connecter d'autres services comme les services de Pierre justement, mais peut-être les services touristiques locaux, les stations, etc. Et c'est-à-dire que par exemple,
Grand Annecy pourrait développer une application ou intégrer dans son application le recours à des agences, c'est-à-dire en fait enfin, à des IA qui viennent de ces différents partenaires, alors sous réserve de contractuels, etc., mais sur une infrastructure partagée. C'est bien ça l'idée, ou je ne sais pas si vous voulez développer l'un ou l'autre d'ailleurs, mais comment vous voyez les choses? Je trouve que tu as tout dit, mais oui, c'est complètement ça l'idée aujourd'hui. C'est en effet, c'est vrai qu'on a démarré voilà, avec le consortium que j'ai présenté tout à l'heure, mais c'est pas du tout exhaustif. Et justement, enfin, le but, c'est vraiment d'industrialiser la chose, de faire en sorte que ça participe au plus grand nombre. Et donc, voilà, à engendrer de nouveaux cas d'usage. C'est sûr que les vacances au ski, ça est un cas d'usage pertinent. Et bien sûr, enfin, ça colle complètement dans la démarche. Il y a aussi plein d'activités super l'été, je dois le préciser, dans la région, hein. Pardon, Ouais. j'aime beaucoup le ski. Il n'y a pas que le Aussi. ski, hein. Il n'y a pas que le ski, hein. Mais c'est toute saison maintenant, la montagne. Ouais. Vas-y, Pierre, tu voulais compléter ou tu quoi? Non, bah, vous avez Qu'est-ce qui été fait très que tu clair. prends ou que tu prends pas concrètement là? Non, bah, Qu'est-ce qui fait que dans 3 ans tu seras dans Gen for Travel ou m- c'est quoi les freins potentiels, les difficultés que tu vois? moi, je prends direct. Après, dans les difficultés que je vois, bah, c'est constituer ces bases de données, ces liens pour aller chercher les données dans la multitude des systèmes qu'on a et d'éviter d'avoir c'est pas juste faire un connecteur à une base de données, quoi. Il y a nous aussi le travail de comment on le fait. Et après, bah, il y a aussi tout ce qui est, mais je crois que tu l'as, hein, tout ce qui est vente, etc. Voilà, les processus. Je sais pas si ça gère les. Est-ce qu'on peut se prendre des titres de transport Logique ou de des. réservation, tout ça? Ouais, je sais pas si ça fonctionne ça aujourd'hui. Et voilà, c'est souvent ça le plus dur à gérer dans ce genre de projet, quoi. Oui, en effet, pour l'avoir vécu largement dans le cadre du titre de transport unique, je confirme que la réservation n'est pas la brique Ouais. plus aisée Est-ce, des est-ce parcours Et d'ailleurs, est-ce que le titre unique multimodal. sera dans Eona X ou c'est une future Juste des adhésion? questions de déontologie aujourd'hui. On fait des deals ce matin. Ok. Mais en tout cas, ouais, complètement. Enfin, je suis d'accord. Enfin, je pense qu'en effet, sur ces différentes briques, il y a également la brique la plus basse en fait de la donnée. En fait, il faut qu'elle soit de qualité, il faut qu'elle soit standardisée pour qu'après, en effet, quand on échange entre acteurs, ça puisse se comprendre et ces petits robots puissent échanger entre eux de la donnée la plus qualitative possible. Je pense que ça rejoint aussi la question de Stéphane, non? Les agrégats par brique modale. Après, oui, c'est vrai que nous, on est vraiment dans une démarche décentralisée, éviter en fait les data lakes qui sont consommateurs d'énergie, de performance, de temps, etc. Mais bien sûr, je pense qu'à des moments, il va en falloir, et notamment pour éviter que chaque collectivité de n'importe quelle taille ait à construire un modèle personnel, quoi. D'accord. Et, avant de conclure, on avait un sujet qu'on voulait aborder qui a déjà été abordé par Christian tout à l'heure, notamment la question de l'ouverture. Est-ce que c'est pertinent et sur quoi ça peut porter? Christian a évoqué, il y a l'ouverture du modèle lui-même, c'est-à-dire pouvoir l'utiliser, il y a l'ouverture des données qui ont servi à entraîner ce modèle, il y a l'ouverture des outils qui permettent d'utiliser ce modèle, de l'exploiter. Qu'est-ce qui, dans chacun de vos projets, a le plus de sens pour vous en tant qu'utilisateur ou en tant que producteur? Parce qu'on a du coup pas aussi produire des outils et la donner. Et pourquoi? Et donc pour Eona, c'est la question, c'est aussi, enfin, vu de vos adhérents, hein, enfin, pourquoi pour la SNCF, pour Amadeus et les autres, pourquoi ça a du sens que ce soit ouvert, avec quel objectif en tête, et du coup comment ça se matérialise, notamment sur cette partie IA, donc la data, on a bien compris comment ça fonctionnait dans Eona, mais sur cette partie, notamment LLM, enfin les modèles qui vont être mis en œuvre. Pourquoi et comment cette ouverture finalement Et puis toi, Pierre, côté utilisateur potentiel de Gen for Travel bientôt, mais ou d'autres outils, qu'est-ce que tu demandes à tes fournisseurs en fait et qu'est-ce que tu en attends en tout cas? Mais Mélanie, vas-y, commence, puis peut-être Pierre complétera. Oui, enfin, en fait, nous, c'est vrai que la partie open source, enfin, c'était vraiment dans notre ADN. Enfin, c'est ça, tu reposes la question de Ouais, pourquoi ouvrir? pourquoi en fait? Mais c'est dans l'ADN, mais pourquoi finalement il y a un soutien pour ça? Et justement, dans Gen for Travel, ça va se matérialiser comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qui sera ouvert? Est-ce que le modèle, par exemple, Jules Mistral était dans le consortium, j'imagine qu'ils vont contribuer à créer le modèle ou à le Ouais. produire? Est-ce qu'il sera ouvert et utilisable? À quelles conditions? Et pourquoi faire ça en fait? Alors, c'est dans l'ADN, d'accord, mais ça sert à qui quoi? Ça répond à quel objectif? Oh.
Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, du coup, les connecteurs DataSpace sont déjà open source. Déjà, ça permettait juste, une question de souveraineté en disant, chaque acteur est libre de venir et de partir quand il veut, de D'accord. créer une fork et finalement, ça ne l'empêchera pas de continuer à partager de la data s'il garde, le code source et le connecteur en place. Mm. Mais par contre, il est libre de, voilà, de choisir de ne pas rester dans EONAX pour des questions de gouvernance, de prise de décision ou Mm. autre. En tout cas, voilà, ça, c'était un marqueur fort de dire, Ouais. on ne reste pas à pieds et poings liés chez nous. Après, sur la partie middleware, c'est vraiment tout cette partie agent IA qui sera mise en open source. En effet, il y a Mistral qui va contribuer. Il y a aussi Linagora, ce que je disais, avec son outil, Lucie, qui sera de la partie. Et donc, voilà, eux aussi, grosse démarche open source. Pour éviter, en fait, je dirais que c'est encore ça la réponse, pour éviter de rester captif, en fait, et d'imposer un unique acteur, D'accord. dans cette démarche, vu qu'on vise, voilà, à industrialiser, apporter différents cas d'usage, à différentes échelles géographiques. Aujourd'hui, EONA, c'est une association qui est européenne, donc comment, ne pas rester avec un unique acteur. Et donc pour ce faire, proposer de l'open source et aussi pour l'idée de créer de la valeur en fait et de capitaliser sur ce qui est fait pour le plus grand nombre. Et donc ceux qui ont participé à l'étape zéro, les early adopters, c'est chouette et ça nous permettra de grandir et d'évoluer ensemble. Mais ceux qui nous rejoindront, en fait, ils seront toujours en mesure de le faire, de capitaliser sur le code source. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit un peu, c'est comment créer de la valeur pour le plus grand nombre et aussi pour l'usager final. Pierre, tu Et veux... après, créer les services par-dessus, quoi. Pardon. Non, non, très bien. Côté utilisateur, client, comment tu vois cet enjeu-là à la fois? Qu'est-ce que ça peut vous apporter d'avoir des choses ouvertes et quoi? Et est-ce que c'est faisable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que tu travailles aussi avec des fournisseurs, tes fournisseurs, ils ne peuvent pas forcément tout mettre ouvert. Donc, où est-ce que tu mets le curseur et qu'est-ce qui est important à tes yeux? Sur quoi tu as besoin d'ouverture ou pas forcément d'ailleurs, mais Après, moi, je vais prendre un exemple concret. Alors, bien sûr, on gère aussi ok. des données sensibles, hein, parfois, hein, puisque voilà, il y a des élus, il y a des politiques. Donc, quand on fait des bilans, quand on prend juste le sujet mobilité, voilà, il y a toujours des choses et une information ne peut pas être diffusée n'importe comment dans la nature. Après, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Nous, quand on a les outils open data, open source, on voit que ça fonctionne quand on a mis GeoVélo sur notre territoire avec des gens. Au début, quand on s'est lancé dans ça, on s'est dit, bon, est-ce que des personnes qui vont tracer, entre guillemets, mettre sur Internet nos pistes cyclables, est-ce que ça sera bien? Est-ce que ça fonctionnera? Est-ce qu'on va pas rediffuser derrière de l'information erronée? Et on voit que ça marche. Donc pour moi, il y a des cas où ça doit être très très ouvert. À partir du moment où on a enfin les garde-fous qui permettent d'éviter de l'abus, la modération nécessaire. Et après, c'est clair que dans le monde du transport, on a tout intérêt, mais là, je vais revenir un peu aussi sur tout ce qui est achat, vente, etc. L'enjeu, il est aussi là. L'accès à l'information voyageur, etc. Maintenant, c'est bon, c'est acquis, ça se fait de partout. Après, du coup, il y a les statistiques de fréquentation qui sont plus difficiles à obtenir et aussi tout ce qui est achats, etc. Avec, il n'y a aucun réseau. Enfin, moi, je vois aujourd'hui, j'ai du ticket par SMS, c'est une société, du ticket sur une appli, du e-ticket, c'est une appli, la boutique en ligne, c'est un autre fournisseur. Enfin voilà, on a une multitude d'outils et c'est pareil. C'est qu'est-ce qu'on met en open data, comment, sans être inéquitable, quoi. Enfin, c'est voilà. Merci à toi. Je regardais s'il y avait encore des questions. Alors, il y a une question remarque de Rélie Jean Guenet, j'espère ne pas déformer la prononciation du nom, sur le terme d'agent qui peut sembler malheureux ou être difficile à s'approprier parce que il a plusieurs sens évidemment en fonction du domaine et il y a agent public et il y a agent IA. Et alors, c'est à la fois un peu pareil et fondamentalement différent aussi. Bon, euh, c'est probablement difficile d'éviter le terme d'agent, en tout cas sur le volet technique, parce que c'est ce qui est largement utilisé après dans un autre contexte. On peut clairement voir les choses autrement et utiliser d'autres terminologies.
Est-ce que, enfin voilà, si jamais il y a encore une dernière question, n'hésitez pas. Ce que je vais vous proposer, Mélanie et Pierre, chacun, bah, c'est un peu de justement de nous donner une vision de c'est quoi à la fois vos prochaines étapes, vous, à l'échelle des projets que vous portez, à horizon 1 an ou 2, qu'est-ce qui devrait se passer et sur quoi vous travaillez en priorité, sur Gen for Travel, sur le Grand Annecy, et puis aussi peut-être de quelques éléments sur à vos yeux, où est-ce qu'il y a besoin que des lignes bougent, que des choses évoluent, mûrissent, sur l'un ou l'autre des sujets que vous avez évoqués, quoi, que ce soit la technique, la data, la gouvernance, autre chose. Enfin, à vos yeux, qu'est-ce qui vous semble important? Et puis s'il y a des réactions dans l'assistance et les participants aussi, elles seront les bienvenues. Mélanie, je ne sais pas si tu veux Ouais, attaquer je en pense. Ok. première. Non, là, du coup, sur les prochaines étapes concernant Gen for Travel, nous, on va commencer avec, pour l'instant, un seul cas d'usage, enfin, de ceux que j'évoquais, que ce soit le SAV, PMR, etc. Enfin, voilà, on va commencer petit pour tester avec uniquement quelques acteurs, enfin, notamment Amadeus, SNCF. Voilà, pour commencer à produire le code de manière agile entre du coup conception, développement des briques techniques et cas d'usage et perception des usagers de ce qui peut être éprouvé dans ce cadre-là. Et après, l'idée, c'est d'aller de plus en plus loin sur les différents sujets voilà, et aborder les autres concepts autour de cette IA générative et les autres cas d'usage qu'on souhaite pour aboutir à un modèle finalisé, en tout cas dans 24 mois. C'était la demande de la BPI. D'accord. Et après, ouais. Il y a Christian en passant lit en parallèle qui demande si enfin, comment vous travaillez sur le côté dans la conception finalement de ça. Est-ce que vous êtes allé, enfin, quand vous travaillez avec le terrain ou à l'intégration de ça ensuite dans l'usage au sein des processus de l'entreprise quelque part, là on parle d'après-vente par exemple. Comment ce travail-là il est fait par les différents partenaires type SNCF ou pour que ce soit vraiment Ouais, clairement. intégré quelque part dans les processus métiers, ça se fait comment? Du coup, de ma compréhension, on va avoir des alpha-tests, bêta-testeurs dans ces différentes entreprises-là. Enfin, on travaille en étroite collaboration avec Hmm. les agents, du coup, les agents, pas publics, mais Terrain. terrain de ces entreprises, côté SNCF, côté ADP et côté Air France notamment, voilà, pour bien comprendre les difficultés. Après, c'est vrai que c'est un projet ambitieux, donc voilà, il faut commencer petit pour être bien sûr qu'on reste en cohérence avec les attentes du terrain et donc des cas d'utilisation avec l'agent en amont du déplacement afin de faciliter et donc, justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le après déplacement, enfin, en cas de difficulté, mais je pense que le cas d'usage en amont du déplacement sera tout à fait pertinent aussi à adresser. Je pense que c'est juste ça a été un choix des partenaires, voilà, pour commencer quelque part. Et après, d'un point de vue difficulté, enfin, c'est vrai, du coup, on en a parlé, la partie financière, en tout cas, voilà, comment on adresse le cas du remboursement, du paiement. De la répartition des flux. Enfin ça, voilà, ça va être clairement un sujet à aborder. Et après aussi tout ce qui est, enfin c'est vrai que le monde évolue rapidement sur toutes ces technos. Donc aujourd'hui, on va dire, on est un peu en avance. Enfin, en tout cas, on essaye de faire des choses un peu précurseurs. Mais dans 6 mois, ce sera toujours le cas. Donc voilà, c'est voilà toujours essayer de faire en sorte d'être tenu au courant des nouveautés, évoluer avec ce temps-là, travailler sur l'évaluation pardon des systèmes de LLM, bosser sur la performance de ces outils-là. Et aussi ce qu'on a dit, être sûr d'avoir de la donnée de bonne qualité, standardisée sur cette couche basse, pour être sûr que nos agents se comprennent bien. Enfin, du coup, là, les autres agents. Pour le coup. Il y a vraiment un truc autour des agents. Je pense qu'on fera un webinaire dédié, je pense, où il y aura des jeux de mots. Pierre, un On va mot faire, court s'il est 30, mais vas-y, Ouais. en synthèse, toi, il Bah, va du se coup, passer quoi bah, donc, chez vous? dans les prochaines étapes, bon, il y a le projet Dataflow à très très court terme dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va bientôt pouvoir commencer à jouer avec ça. Un peu plus long terme, vraiment dans le cadre de notre gros projet d'infrastructure, moi je crois beaucoup à avoir ce bâtiment un peu centre de commandement où on gérait toutes les données, le prédictif, de que quelque sorte qui soit, mais ça on est sur du plus long terme.
Et après, on a encore, on a identifié, hein, on a parlé tout à l'heure, on a encore des logiciels à changer pour nous permettre après de passer à l'étape supérieure, donc un logiciel de maintenance, logiciel de relation clientèle, donc tout ça, voilà, on est dessus aujourd'hui. Et après, juste par rapport à dans ta question initiale aussi, c'est quoi aujourd'hui la principale difficulté? Mais là, je parle pour un acteur public. En fait, c'est la contractualisation. Hein, c'est un peu ce que je disais par rapport à l'évolution. Même des fois, quand on se lance dans un projet, entre-temps, il y a un truc qui est sorti et Ça vite. on est déjà à la bourre entre guillemets dessus. Mais nous, voilà, on a tout un tas de procédures qui font que voilà, soit il faut Ouais, être hyper malin les dans la cycles manière dont projets. on rédige Mm. le truc en Par mettant contre, une évolutivité. C'est ce qu'on essaie de faire dans tous nos marchés systèmes. Mais bon, la il y a des technologie va limites. vite. Ouais. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est le principal frein. On pourrait avancer, dire bon, ben, je prends ça, allez hop, on y va. Toi, tu me développes ça. Toi, tu me fais Mm. ci. On irait beaucoup, beaucoup plus vite. Mais c'est normal. C'est pas comme ça que ça marche. Exactement. Eh ben, merci à tous les deux. Merci à Christian Quest aussi qui était là avec nous sur cette première partie. Il y aura certainement voilà, des prochaines étapes suite à ce premier webinaire. N'hésitez pas à d'ailleurs nous faire des suggestions, des propositions. On est très preneur d'idées pour poursuivre les travaux. Merci à toutes et tous de vous être connectés ce matin. On va pas vous prendre plus de temps, il est 10h32. Donc on essaie d'être à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas s'il y a des questions, s'il y a des réactions sur les emails qui s'affichent là, ou en direct auprès de Mélanie, Pierre et Christian qui sont joués au moins sur LinkedIn ou qui ont fourni leur contact. Je pense qu'on repartagera les supports comme d'habitude et la vidéo par retour de mail. Merci à toutes et tous et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Je